Dans la pénombre d'un vendredi soir tranquille à Paris, Thomas regarde fixement la télévision dans son petit appartement au 6e étage d'un vieil immeuble du 11e arrondissement. L'écran défile des images qu'il ne voit même pas vraiment, perdu qu'il est dans ses pensées et son malaise. Depuis longtemps, les souvenirs de son enfance le hantent surtout en fin de semaine, quand le silence de la ville devient encore plus palpable dans son salon mal éclairé. L'absence de son père, disparu alors qu'il était encore jeune, pèse sur ses épaules comme une couverture mouillée. Il se demande souvent si son père pense à lui, là où il est, ou s'il s'est simplement effacé avec le temps, emportant avec lui toutes les réponses et la foi de Thomas dans l'idée même de la famille. Ce soir-là, un sentiment de vide s'empare de lui plus fort que d'habitude. Il se sent écrasé par la solitude. Soudain, le téléphone posé sur la table basse se met à vibrer doucement, un son presque irréel au milieu du calme de la pièce. D'abord, Thomas n'ose pas décrocher, pensant que ce pourrait être une erreur ou, pire, quelqu'un du passé, qui pourrait rouvrir des blessures qu'il préfère garder fermées. Mais la curiosité, ou peut-être une sorte de pressentiment, l'incite finalement à prendre l'appel. À l'autre bout du fil, une voix de femme se fait entendre, à la fois professionnelle et pleine de douceur. Elle se présente comme Claire, officiante au ministère de la Justice, et son ton laisse deviner qu'elle n'a pas l'habitude d'annoncer ce genre de nouvelles. Elle explique lentement, avec des mots choisis, que de nouveaux éléments viennent d'être découverts concernant la disparition du père de Thomas 30 années plus tôt. Son cœur rate un battement. Il sent une chaleur soudaine envahir son corps, sans trop savoir si c'est de la peur, de la joie, ou simplement le choc d'entendre reparler de son père après tant d'années de silence. Claire évoque la découverte d'objets ayant appartenu à son père, retrouvés lors de travaux près d'un vieux hangar à la périphérie de Paris. D'un coup, les souvenirs et les sentiments autrefois enfouis se réveillent. Thomas ressent tout à la fois la crainte de réveiller une douleur ancienne et l'espoir timide de comprendre enfin ce qui s'est passé. Une partie de lui voudrait tout fuir, l'autre a désespérément envie de savoir. Ce simple appel vient donc tout chambouler, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Thomas, 30 ans après le début du mystère qui a tellement marqué son existence. Le lendemain matin, Thomas se retrouve sur la banquette arrière d'une voiture de police, silencieux, regardant défiler à travers la fenêtre le paysage francilien qui s'efface peu à peu derrière des arbres de plus en plus serrés. 2 agents l'accompagnent, leur sérieux ajoutant au poids qu'il ressent déjà au fond de la poitrine. Personne ne parle vraiment pendant la route. Il n'y a que le bruit régulier des pneus sur l'asphalte mouillé et, de temps en temps, une tentative polie de lui demander s'il va bien. Thomas répond à peine, trop absorbé par ses souvenirs et la perspective de ce qu'il va découvrir. Tout le trajet, il sent grandir la tension à mesure qu'il s'enfonce dans la forêt de Fontainebleau. Chaque tournant, chaque ralentissement semble appuyer un peu plus sur la vieille blessure qui ne l'a jamais vraiment quitté. Quand ils arrivent enfin, un cordon de ruban de sécurité jaune barre le chemin menant à une petite clairière. Derrière ce barrage improvisé, une activité fébrile anime le sous-bois. Des hommes et des femmes en veste bleue s'affairent, distribuent des instructions, relèvent des indices et prennent des mesures. Le cliquetis des appareils photo et le son des pelles s'entremêlent dans l'air frais du matin. Thomas franchit le ruban sous la surveillance discrète d'un des agents et la sensation d'étrangeté devient encore plus forte. Tout sent la terre retourner, comme après un orage, et la lumière filtre à travers les branches tordues, donnant à l'endroit une ambiance suspendue. On lui présente alors un homme trapu, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, qui tient, encore dans sa main, une vieille montre pleine de boue. Il s'appelle Jérôme, et c'est lui qui a fait la découverte quelques jours plus tôt. Il travaillait pour une société d'élagage, venue découper un vieux tronc mort avant qu'il ne mette en danger les promeneurs. En creusant la terre sous la souche, il est tombé sur une boîte métallique contenant des objets qui, selon la police, appartiennent au père de Thomas. Les enquêteurs posent des questions rapides, notent chaque détail. Jérôme lui tend la montre
Et Thomas reconnaît aussitôt la petite gravure à l'arrière, un souvenir de ses 10 ans. Il a l'impression de se tenir à la frontière d'un mystère qui, peut-être, va enfin s'éclaircir. Alors que les techniciens continuent de fouiller le sol, le mélange de voix basses, d'odeurs de terre mouillée et de tension fait hésiter Thomas entre espoir fou et peur du prochain secret qui sera découvert. Jérôme continue de raconter avec précision comment il a trouvé la boîte. Il explique que la vieille souche ne semblait pas vraiment naturelle à l'endroit où elle était, comme si elle avait été posée exprès pour masquer quelque chose. Ce détail intrigue tout le monde, et même Thomas comprend que rien dans ce coin de forêt ne relève du hasard. L'homme qui a enterré ces objets connaissait la forêt de Fontainebleau mieux que personne. Il avait choisi un endroit reculé, loin des sentiers où les promeneurs passent, et assez profond sous terre pour laisser le secret tranquille pendant tant d'années. Les feuilles mortes et la mousse recouvraient tout, et s'il n'avait pas fallu couper cet arbre malade, personne n'aurait rien vu. Jérôme insiste. Tout a été organisé avec soin, sûrement par quelqu'un qui souhaitait que ce secret reste enfoui, mais qui n'a pas pu s'en débarrasser complètement. En écoutant Jérôme, Thomas ne peut s'empêcher de fixer la vieille souche couverte de champignons. Il imagine son père, des années plus tôt, creusant avec fébrilité les mains sales, jetant un coup d'œil derrière lui, redoutant d'être suivi ou observé. Il tente d'imaginer ce qui pouvait pousser un adulte à cacher ainsi une partie de sa vie. Parmi les objets déterrés, il y a un petit portefeuille en cuir, quelques effets personnels, mais c'est surtout la Bible, présentée sous la tente installée par la police, qui attire le plus l'attention. Les policiers la manipulent avec des gants en latex, conscients de la fragilité du livre et de l'importance possible des annotations. Quand le policier du laboratoire spécial ouvre la Bible, Thomas est frappé en pleine poitrine par la vue de l'écriture sur la page intérieure. C'est l'écriture de son père, sans aucun doute possible. Les lignes serrées révèlent des prières, des mots maladroits d'espoir, mais aussi d'angoisse et de solitude. Il y a des passages, soulignés, des dates, et même un prénom que Thomas ne connaît pas. Il lit en silence, mais il sent l'émotion monter. On ressent dans ces pages les traces d'une personne perdue, écrasée par ses fautes ou ses peurs, qui a cherché un abri dans sa foi et dans le secret. Chaque mot bouleverse Thomas, parce qu'il comprend que son père a vécu ces derniers tant dans la crainte, cherchant protection, se demandant qui ou quoi pouvait le menacer à ce point d'aller cacher des souvenirs au fin fond de la forêt. L'ombre autour du mystère semble alors s'épaissir, rendant toute tentative de compréhension encore plus urgente, mais aussi plus douloureuse. Sous la tente, Claire, la femme du ministère de la Justice, s'entretient longuement avec l'équipe d'enquêteurs, tout en jetant parfois un regard en direction de Thomas. Elle s'approche avec prudence, tout en respectant la tempête d'émotions qui bouillonne en lui. Doucement, elle commence à formuler différentes théories, cherchant à faire la part des choses entre un départ voulu, une disparition forcée ou même un acte violent passé sous silence. Elle pose des questions mesurées, évoquant les possibilités d'un accident ou d'un choix délibéré du père de Thomas de fuir quelque chose ou quelqu'un. À chaque hypothèse, Thomas a du mal à se reconnaître dans l'image que l'enquête esquisse. L'absence de preuves tangibles, ni traces de lutte, ni taches de sang, ni vêtements déchirés, rend la situation encore plus lourde, car rien ne vient confirmer ou anéantir aucun scénario. Le doute, au lieu de s'estomper, semble grandir, devenant presque palpable entre les arbres et dans le silence lourd de la tente. Plus la discussion avance, plus Thomas sent monter en lui une forme de colère tranquille face à l'idée que son père aurait pu tout laisser derrière lui de son propre chef. Il connaît bien la fragilité de certains souvenirs, mais l'homme qu'il a admiré, même à travers son absence, n'aurait pas disparu comme ça sans une raison profonde. Encore moins sans laisser d'explication ou de signe. Surtout, Thomas ne comprend pas la présence de cette vieille sacoche d'homme qui ne ressemblait pas du tout au style de vie de son père, pasteur engagé dans sa petite communauté. Il le revoit partir au travail, simplement vêtu, portant toujours les mêmes affaires, sans jamais rien cacher à la maison. Cette découverte étrange lui enlève toute envie d'accepter une version facile de l'histoire.
Plus il réfléchit, plus il se persuade que son père n'a pas orchestré sa fuite. Peut-être que quelqu'un d'autre, que lui seul ignorait, a voulu effacer des traces ou brouiller les pistes. Le soir commence à tomber sur la forêt, et l'obscurité qui se faufile autour d'eux ne fait que renforcer cette impression de mystère. Thomas reste debout, les mains dans les poches, à fixer les objets comme pour leur arracher la vérité. Il sent dans son entêtement une urgence, la conviction que seule la lumière complète sur ce secret pourra enfin apaiser le vide qu'il porte en lui depuis tant d'années. Après cette journée longue et déconcertante en forêt, Thomas rentre chez lui, le cœur usé par ce qu'il vient d'apprendre et l'incertitude qui l'entoure toujours. Son petit appartement parisien, d'habitude refuge silencieux, lui semble presque trop étroit maintenant, rempli d'un vide qu'il n'arrive pas à nommer. Il pose la montre retrouvée sur la table, à côté de la Bible, et s'assoit sans allumer la télévision. Avant de céder au découragement, il ressent soudain ce besoin pressant de replonger dans ses propres souvenirs, comme si les réponses, ou au moins des indices, pouvaient se cacher entre les pages des vieilles affaires de son père. Il se dirige vers l'armoire où il garde précieusement, depuis toutes ces années, les carnets, notes et dossiers ayant appartenu à son père. Ce meuble, qu'il a transporté de la maison familiale après le silence de la disparition, contient tout ce que son père a écrit, rangé soigneusement comme on range un trésor dont on ne connaît pas encore la valeur. Thomas s'installe, par terre, éparpille le contenu devant lui et commence, page après page, à relire les sermons rédigés à la main, les post-it griffonnés, même les petits mots glissés entre deux feuillets. Ses prédications et réflexions, accumulées sur plus de 10 années, montrent un homme engagé au langage paisible et à l'écriture familière. Pourtant, à chaque date, Thomas se rapproche de celle fatidique où son père a disparu. Plus il avance dans l'année concernée, plus il sent monter l'angoisse. Il réalise que les archives s'arrêtent net, comme si les mois précédant la disparition n'avaient jamais existé. Ni carnet, ni note, ni même brouillon n'apparaît pour combler cette période cruciale. Toutes les feuilles s'interrompent brutalement, et plus il cherche, plus l'absence devient évidente, presque violente. Ce manque frappe Thomas en plein cœur, comme si un chapitre entier de sa vie avait été arraché. La certitude que quelqu'un a voulu effacer ses traces ou que son père lui-même l'a fait, le travaille en silence. Il referme un dossier, puis un autre, sentant se vide-lui serrer la poitrine, se demandant si la vérité a simplement glissé entre ses doigts. En repensant à la forêt et à la boîte enfouie, il comprend que la solution ne se trouve peut-être pas ici, mais ailleurs, cachée là où il ne veut pas encore aller voir. L'esprit encore bouleversé par ce qu'il vient de découvrir, Thomas sent qu'il ne pourra trouver la paix tant qu'il n'aura pas reconstitué tous les fragments manquants du passé. Il repense à la petite église de quartier où son père avait été pasteur, un lieu chargé de souvenirs, et décide que l'heure est venue d'y retourner, malgré l'appréhension de croiser d'anciens visages associés à tant d'émotions contradictoires. Ce quartier du centre de Paris, sur la rive droite, a gardé son animation, mais la porte de la vieille bâtisse semble l'inviter à revenir dans un monde qui lui paraît à la fois familier et lointain. Poussant le lourd battant, Thomas se retrouve instantanément plongé dans une ambiance suspendue. Les bancs en bois, luisants d'années de prières et de conversations partagées, lui rappellent les dimanches matins où il venait, enfant, serrant la main de son père. Les vitraux colorés déversent des taches de lumière sur le sol, colorant la poussière en mouvement d'une palette douce que Thomas n'a jamais oubliée. Pourtant, la beauté et la tranquillité du lieu contrastent avec la confusion intérieure qui l'habite. Il avance dans la nef, observant les moindres détails, le vieux piano sur la scène, les chandeliers ébréchés, même la petite porte du bureau où son père se retirait parfois pour méditer. Au bout de quelques minutes, Thomas entend des voix à l'arrière de l'édifice. Il les reconnaît presque aussitôt. Lucien, ancien trésorier devenu gardien de la mémoire de la paroisse, approche le premier. Les rides de son visage ont creusé un peu plus profondément, mais son air bienveillant n'a pas changé. Près de lui, Marc,
bras croisés sur la poitrine, garde sa stature imposante et son sérieux de toujours. Ces deux hommes ont compté dans la vie de Thomas, autant comme appui lors de l'absence de son père que comme figures paternelles inavouées. Les retrouvailles sont d'abord maladroites, faites de sourires pudiques et de mots hésitants. Lucien serre la main de Thomas avec émotion, tandis que Marc hausse les épaules d'un air bourru mais rassurant. Ensemble, ils s'installent dans la petite salle du fond, entourés des souvenirs accrochés au mur. Photos d'anciens groupes, coupures de presse, diplômes ecclésiastiques. Thomas ne tarde pas à questionner les deux amis de son père, cherchant dans leurs regards et leur silence des indices sur les derniers jours avant la disparition, déterminé à ne laisser échapper aucun détail, aucune faille, dans l'espoir que la vérité surgisse enfin de l'ombre épaisse de ces souvenirs. Les échanges qui suivent, dans la petite salle baignée de lumière colorée, sont plus lourds qu'ils ne l'auraient imaginé. Thomas s'ouvre, expliquant son enquête, sa découverte dans la forêt, et surtout sa frustration de ne pas retrouver un carnet essentiel disparu depuis tant d'années. Dès qu'il aborde le sujet, il remarque que les regards de Lucien et Marc se croisent, hésitent, puis se détournent. Une gêne s'installe, chacun cherche ses mots, évite de s'étendre ou évoque des souvenirs vagues, souvent interrompus par de longs silences. Lucien joue avec ses lunettes, les posant sur la table, puis les reprenant, comme si le simple mouvement pouvait gagner du temps. Marc, lui, cherche à rassurer Thomas, mais ses réponses sont évasives, ponctuées de banalités sur le travail du pasteur, la crise dans la communauté à cette époque, ou la solitude que son père pouvait ressentir sans jamais aborder l'essentiel. Sentant que la franchise se heurte à un mur, Thomas propose de fouiller à nouveau la vieille église avec eux. Le trio passe de la petite bibliothèque tapissée de livres poussiéreux au bureau, où dorment encore quelques dossiers d'archives, puis inspecte la sacristie et les tiroirs des meubles anciens. Chaque pièce fait remonter des souvenirs à Thomas, les réunions d'enfants, les discussions passionnées après la messe, même les blagues que Marc lançait quand le climat était trop tendu. Mais rien ne révèle la moindre trace du carnet disparu. La frustration grandit à mesure que la journée s'étire, et l'énergie des recherches se transforme peu à peu en résignation silencieuse. Juste avant de quitter les lieux, Thomas, fatigué par la charge émotionnelle, reste en arrière alors que Lucien et Marc discutent dans le couloir. Il s'assied sur un des bancs du fond, là où il se plaçait petit garçon, et laisse retomber sa tête dans ses mains. Il ferme les yeux un instant, laissant monter une prière muette, une sorte de cri intérieur pour que la vérité sorte enfin de l'ombre. Dans sa précipitation à se lever ensuite, il ne remarque pas que son porte-clés tombe de sa poche, glissant entre deux planches du vieux banc. Ce détail, qu'aucun des trois hommes ne voit sur le moment, emportera plus loin l'histoire, comme une graine minuscule dont nul ne devine encore l'importance pour les prochains jours de leur quête. En quittant la vieille église, Thomas sent un mélange de lassitude et de confusion l'envahir. Le silence qui accompagne ses pas dans la rue résonne comme un rappel de l'absence qui ne le quitte jamais. Ses pensées dérivent inévitablement vers son père, mais aussi vers sa mère, disparue l'année précédente. La mémoire des derniers mois qu'ils ont vécus à Troyes revient par vagues douloureuses. Il se souvient de l'inquiétude qui rongeait son père, de cette fatigue dans les yeux qu'il ne comprenait pas alors, et du vide immense qui avait envahi la maison après la mort de Claire, sa mère. Ce deuil avait aggravé tous les non-dits, modifiant le climat familial et soulignant une fois de plus toutes les questions sans réponse. La culpabilité vient s'ajouter à la tristesse, car Thomas se rappelle sa propre maladresse face à la douleur de ses parents. Il se demande s'il a manqué quelque chose d'important, s'il aurait pu apaiser la peur de son père ou résoudre ce silence brutal qui s'était installé entre eux. Il repense à tous ces instants où il aurait voulu poser des questions, mais où les mots étaient restés coincés dans sa gorge. Maintenant qu'il se retrouve devant ce grand vide, la douleur de ne jamais avoir compris ce qui a poussé son père à s'absenter pour de bon le ronge davantage. Poussé par le besoin,
De retrouver un peu de paix et de renouer avec les siens, Thomas traverse Paris en métro et se rend au cimetière de Montmartre. Il reconnaît l'allée familière, le chemin qu'il connaît par cœur, pour avoir accompagné sa mère ici lors de nombreuses promenades où elle lui confiait ses souvenirs de jeunesse. Arrivé devant la pierre tombale simple, il s'accroupit, caresse le nom gravé du bout des doigts et laisse la nostalgie l'envahir. C'est là, dans ce coin tranquille entouré de roses en pot, que Thomas s'autorise pour la première fois à pleurer toutes les larmes qu'il porte depuis trop longtemps. Il parle tout bas, souffle des excuses à sa mère, avoue ses regrets, ses doutes. Confesser ainsi ses faiblesses lui arrache un poids, même si la douleur ne disparaît pas complètement. Il se rend compte que ce lien avec le passé, même fragmenté, lui donne du courage pour continuer à chercher la vérité sur la disparition de son père, malgré l'incertitude et la peine. Dans la tranquillité du cimetière de Montmartre, alors que Thomas cherche encore des mots pour dialoguer avec le passé, un son inattendu rompt le calme. Des sanglots étouffés résonnent, non loin. Surpris, il lève la tête et aperçoit un petit garçon, assis 2 rangées plus loin, recroquevillé au pied d'une tombe modeste. Les épaules secouées, l'enfant semble perdu, comme s'il portait tout à coup le poids du monde. Thomas sent aussitôt une boule se former dans sa gorge. Il reconnaît dans les larmes de ce garçon un chagrin qu'il connaît trop bien, celui que l'on ne parvient pas à exprimer ni à consoler seul. Il s'approche lentement, s'accroupit à côté du garçon et lui demande doucement « Tu veux en parler ?» L'enfant, prénommé Mathieu selon ce qu'il balbutie, jette un regard timide en direction de Thomas. Il a une respiration courte à cause de l'émotion et semble encore plus petit sous son manteau trop grand. Mathieu raconte alors, d'une voix faible, que sa maman est très malade et qu'il ne sait plus à qui demander du soutien. Cette fragilité touche Thomas droit au cœur, réveillant de vieux souvenirs. L'impression d'être invisible, la peur que personne ne vienne plus, jamais l'aider ou l'écouter. Il se revoit, à l'âge de Mathieu, errant dans les couloirs sombres, en espérant un mot bienveillant. Mathieu explique qu'il venait ici souvent avec sa mère à l'époque où elle avait encore assez de force, et qu'il s'arrêtait ensuite à l'église pour allumer un cierge ou simplement demander une bénédiction. Il confie à Thomas qu'il voudrait retrouver cette sensation de sécurité, de chaleur rassurante, mais qu'il n'ose plus franchir la porte de la paroisse tout seul. En écoutant ces mots, Thomas comprend que l'occasion se présente de répondre à ce besoin, offrant quelques instants de réconfort à l'enfant et, par la même occasion, apaiser quelque chose en lui-même. Peut-être qu'en prenant soin de Mathieu, il pourra guérir une part de sa propre enfance brisée. Avec une tendresse nouvelle, il propose à Mathieu de venir avec lui à l'église, un dimanche prochain, promettant d'allumer une bougie ensemble et de demander une prière pour sa maman malade. Ce geste simple mais chargé d'émotion devient alors pour Thomas un engagement tacite, celui de revenir sur les lieux du passé, mais cette fois avec la volonté de tendre la main, de nouer une nouvelle relation et d'avancer encore et sur le chemin de la vérité. En traversant le cimetière main dans la main avec Mathieu, Thomas sent grandir en lui un élan de responsabilité qu'il n'avait jamais vraiment ressenti jusque-là. Il ne veut pas reporter à demain ce qu'il aurait aimé que quelqu'un fasse pour lui, autrefois, quand il se sentait abandonné et dépassé. Sans hésiter et soucieux que le petit garçon ne reste pas seul dans ses tourments, il propose d'accompagner Mathieu à l'hôpital où sa maman est soignée. Le trajet en métro se fait dans un silence apaisé, ponctué de bribes de conversation où Mathieu se montre moins craintif, rassuré par la présence d'un adulte attentif à ses inquiétudes. Thomas l'encourage doucement, lui fait promettre le garder espoir et lui explique qu'il n'est jamais honteux de demander de l'aide. Arrivé dans le vieux bâtiment gris de l'hôpital Necker, Thomas prend le temps de s'assurer que Mathieu est remis à une infirmière avec les explications nécessaires. Voir l'enfant soulagé, un peu moins seul face à la maladie de sa mère, apaise un moment les angoisses de Thomas. Ce geste, aussi naturel que profond, lui donne la sensation d'avoir refermé un cercle, comme s'il avait,
à travers Mathieu, offert à l'enfant qu'il avait été le soutien qu'il attendait depuis si longtemps. Il réalise que cet acte banal, pour certains, représente pour lui une sorte de réparation silencieuse, un lien entre son passé douloureux et ce présent plus solidaire. C'est seulement après avoir quitté l'hôpital et rejoint la rue animée que Thomas se rappelle d'un coup ce qu'il a laissé derrière lui à la paroisse, le carnet rare de son père, qu'il avait emporté avec espoir de percer enfin quelques mystères. L'oubli lui coupe le souffle une seconde. Pourtant, loin de sentir une panique envahir tout son corps, il perçoit dans cette erreur involontaire un clin d'œil du destin, ou tout du moins le signe que certaines histoires ne se laissent que pas forcer. Il prend conscience que la vie se construit aussi de ces petits entrelacs imprévus, où ce qui paraît perdu refait surface au moment opportun. Thomas accepte cette incertitude, comprenant que ce carnet oublié pourra peut-être, sans qu'il ne s'en rende compte, retomber entre de bonnes mains. Il se surprend même à sourire, soulagé de voir que dans le désordre du quotidien, la foi ou le hasard continuent d'ouvrir les portes à d'autres possibilités et à des rebondissements encore imprévisibles. De retour à la paroisse, Thomas franchit la grande porte avec le cœur plein d'espoir, mêlé à une pointe de nervosité. La matinée touche à sa fin et dès son entrée, il tombe sur un jeune salarié qu'il n'a jamais croisé auparavant. Le garçon s'appelle Valentin, porte un badge tout neuf et semble encore impressionné par l'épaisseur des lieux. Quand Thomas explique qu'il a oublié un carnet la veille, Valentin l'écoute sans suspicion et propose de l'aider à fouiller la nef et les salles annexes, ravi d'avoir une occasion de discuter un peu. En quelques minutes, il retrouve le carnet, glissé sous un coussin du banc du fond, là même où Thomas s'était recueilli. Un vrai soulagement lui envahit alors, le genre de petite victoire qui redonne envie de continuer. Alors qu'il s'apprête à partir, prêt à remercier Valentin et tourner la page, son œil est attiré par un livre volumineux posé de travers sur une étagère, presque caché derrière d'autres dossiers. Poussé par la curiosité, Thomas tire l'ouvrage à la couverture sombre et le pose sur la table. D'un coup d'œil, il reconnaît le style d'écriture de son père dans plusieurs notes griffonnées en marge et sur la page de garde. Le livret plein de feuillets pliés, des passages soulignés à l'encre bleue et des pages marquées d'un coin, sans doute à cause de l'angoisse ou de l'urgence du moment. Une odeur de vieux papier, ponctuée d'un parfum familier de cire d'abeille, se dégage. En parcourant les premières pages, Thomas découvre que ce n'est pas un simple registre, mais un journal méthodique couvrant plusieurs années de gestion de l'association du quartier latin, la structure sociale rattachée à l'Église. Peu à peu, il relève des remarques troublantes sur l'utilisation des dons, des interrogations sur des signatures suspectes et des montants de plusieurs milliers d'euros qui semblent avoir disparu sans explication claire. Entre chaque ligne, le ton se fait plus inquiet, parfois même désabusé, comme si le pasteur lui-même craignait d'être allé trop loin dans ses investigations. Des noms de membres du bureau sont entourés de points d'interrogation, et des questions sur l'intégrité de certains collaborateurs reviennent à plusieurs reprises. En fermant le volume d'un geste lent, Thomas comprend qu'il tient enfin le début d'une piste réelle, peut-être la clé du mystère qui le ronge depuis tout ce temps. Derrière la bienveillance apparente de la communauté, il devine maintenant les nuances d'une histoire où la morale et la loyauté ne sont plus des évidences. Alors qu'il attend que Valentin prépare les éléments pour la communion que Mathieu lui avait timidement demandé, Thomas se sent pris dans une drôle de parenthèse. Il s'installe près de la grande fenêtre qui offre vue sur le cimetière voisin, un endroit qu'il connaît maintenant presque aussi bien que sa propre chambre d'enfant. Par la vitre, il aperçoit deux silhouettes familières, Lucien et Marc, qui semblent en grande discussion, gestes larges et regards nerveux. Ils tournent autour d'une vieille tombe, jettent souvent des coups d'œil furtifs vers l'église, comme s'ils craignaient d'être observés. Cette scène anodine à première vue prend des accents de complicité secrète. Le cœur de Thomas s'accélère, troublé par la coïncidence. Il se demande si ce rendez-vous improvisé dans ce coin isolé du cimetière cache autre chose
qu'une simple conversation entre collègues. Tout cela lui donne l'impression que derrière les rituels bien huilés et les sourires polis des anciens responsables de la paroisse, d'autres vérités cherchent à se dissimuler. Le contraste avec Valentin est saisissant. Le jeune homme, sans connaître toute l'histoire du lieu, répond aux requêtes de Thomas sans jamais chercher à comprendre ou à juger, avec une disponibilité presque désarmante. Ce contraste met encore plus en lumière la méfiance que lui ont inspirée Lucien et Marc les jours précédents. Thomas pense à la façon dont chaque génération semble porter une part du secret, volontairement ou non. Avec le carnet de son père sous un bras, lourd de souvenirs et de pistes nouvelles, et ce livre d'anecdotes administratives, bourré d'annotations, il se sent prêt à regarder les choses en face. Il n'a plus l'intention de reculer, même s'il pressent que le chemin sera semé d'embûches. Une partie de lui craint la déception, mais l'autre s'accroche à l'idée que chaque détail, même minuscule, a maintenant son importance. Si Lucien et Marc dissimulent quelque chose d'important, il compte bien le découvrir. Il affine sa stratégie, se préparant à observer le moindre de leurs gestes, à analyser leurs mots et surtout la gêne derrière leurs regards. Armé de documents et de la détermination que lui donnent les rencontres passées, Thomas sent grandir en lui la conviction que la vérité n'est pas loin, qu'elle affleure déjà sous le vernis rassurant de la routine paroissiale. Déterminé à en savoir plus, Thomas quitte l'église et traverse la cour discrètement pour rejoindre le cimetière. Il avance à pas mesurés, évitant de faire trop de bruit sur le gravier, et observe de loin Lucien et Marc. Les deux hommes, absorbés par leurs gestes, ne remarquent pas sa présence immédiate. Cachés à l'abri d'un vieux cyprès, ils s'affairent autour d'un petit monticule de terre fraîchement retourné. Près de leurs pieds, un sac de jardinage en toile sombre intrigue Thomas par sa taille et la précipitation avec laquelle il tente de le dissimuler. Sentant qu'il ne peut plus se contenter d'attendre, Thomas s'approche franchement et lance, d'une voix calme mais ferme. « Tout va bien ici ?» Surpris, Lucien s'arrête net, jetant un regard nerveux à Marc, qui enfonce ses mains sales dans les poches. Visiblement déstabilisé, il bredouille qu'il s'agit d'un transport d'ossements d'animaux. Un projet tout à fait banal de nettoyage du cimetière selon eux. Leurs explications sont rien moins que convaincantes. Marc évite le regard de Thomas, Lucien ajuste nerveusement sa veste et triture l'anse du sac, cherchant ses mots comme s'il répétait déjà un mensonge appris à la hâte. Thomas n'insiste pas tout de suite, mais garde ses questions sous la main. Il remarque à quel point la mention du gros livre qu'il tient provoque une gêne croissante chez les deux hommes. Lucien interrompt brusquement la conversation pour demander d'un ton un peu cassant ce que Thomas vient faire ici avec un registre aussi ancien sous le bras. Ce dernier répond, sans détour, qu'il compte vérifier la gestion de certains dossiers et que des incohérences sont apparues dans les archives dont le contenu pourrait bien bouleverser l'image que beaucoup se font de l'association. La tension monte d'un cran à cet instant précis. Aucun d'eux n'ose lever la voix, mais les regards échangés disent tout. Thomas a ouvert une brèche, rendant impossible le retour en arrière. Derrière chaque mot, il ressent l'urgence, la peur et la détermination qui affleurent. Même les silences deviennent lourds de sens, chacun comprenant que le temps de la prudence touche à sa fin et que la vérité, enfouie sous la terre ou perdue dans les pages, est sur le point de refaire surface. Après la confrontation tendue au cimetière, Thomas refuse de quitter les lieux sans surveiller les deux responsables. Un malaise persistant lui serre la poitrine. Il ne parvient pas à chasser l'idée que quelque chose de grave se prépare, que la façade paisible de la paroisse est prête à s'effondrer. Il s'arrête à l'ombre d'un monument, les yeux rivés sur Marc. Ce dernier, agité, jette des coups d'œil autour de lui avant de ramasser le sac douteux ainsi qu'une vieille pelle rouillée. D'un pas rapide, il quitte le cimetière en s'éloignant vers la bande d'arbres à la lisière, cherchant à se mêler à la végétation de la forêt toute proche. Le trajet n'a rien d'innocent. Chaque geste de Marc renforce les soupçons
de Thomas. Pris d'une urgence soudaine, Thomas sort son téléphone, compose le numéro de sa cousine Julie, une journaliste têtue qui a toujours su creuser là où personne n'ose le faire. Il lui chuchote ce qu'il est en train de voir, la voix tremblante. Entre deux respirations, il lui décrit la scène bizarre. Marc, l'appel, le sac dont il ignore le contenu, la direction prise vers la forêt. Julie comprend au quart de tour que la situation sort de l'ordinaire. Elle lui conseille de ne surtout pas se lancer sans prudence, mais aussi de ne rien lâcher. Ils bricolent un plan à la hâte. Thomas doit poursuivre à bonne distance et lui transmettre sa position, tandis qu'elle prévient une connaissance qui travaille à la mairie pour avoir, au besoin, un soutien officiel. Ce jeu d'équilibre entre prudence et témérité ne laisse à Thomas aucun répit. Tout au fond de lui, malgré la peur et le froid qui s'installent, il sent brûler la nécessité de poursuivre. Il sait qu'à cet instant, il dévie du chemin initial, celui qui l'appelait auprès de Mathieu à la sacristie, mais il ne peut plus contenir ce besoin de faire éclater la vérité sur la disparition de son père. Il progresse sur le sol jonché de branches, tenant le téléphone contre sa poitrine pour atténuer tout bruit, n'ayant Dieu que pour la silhouette de Marc qui se faufile entre les arbres. Les minutes s'étirent, chaque pas rapprochant Thomas du cœur encore obscur du secret familial et d'une confrontation qu'il pressent inévitable. Thomas avance lentement le long de la petite route de la forêt de Rambouillet, profitant de la nuit pour passer inaperçu. Son souffle se mélange au vent frais, ses sens aux aguets. Il garde un œil attentif sur la lampe torche vacillante que Marc brandit à quelques dizaines de mètres devant lui. À ses côtés, la voix de Julie qui grésille dans son oreillette l'aide à canaliser ses pensées. Ils n'ont que cette occasion pour comprendre enfin ce qui se cache derrière le drame familial. Il lui raconte tout ce qu'il a réuni jusqu'ici, le carnet de son père où tant de noms disparaissent sous les ratures, les chiffres qui ne collent pas, et ce mystérieux comportement observé depuis des jours chez Lucien et Marc. Il avoue son mélange de peur et d'excitation, le sentiment profond que le dénouement est imminent. En s'approchant du vieux belvédère, caché derrière un rideau épais de hêtres, Thomas ralentit le pas malgré l'angoisse qui le pousse. Il entend distinctement Marc traverser les broussailles et soulever une lourde pierre. L'endroit est désert, plongé dans une obscurité presque complète. Aucune maison à moins d'1 kilomètre, aucun bruit, si ce n'est celui des feuilles, que le vent fait danser. Ce décor renforce l'impression que la suite ne tolérera ni le doute ni la demi-mesure. Thomas hésite un instant, puis informe Julie de la situation. Il vient de repérer Marc penché au bord du vide, bien trop proche d'un lieu peu fréquenté pour que ce soit une coïncidence. Tout prend soudain une tournure plus grave. Dans la pénombre, la silhouette de Marc semble hésiter, jetant des coups d'œil nerveux derrière lui avant de s'agenouiller pour creuser fébrilement. Thomas comprend que les minutes vont compter. Il se cache derrière un buisson, notant chaque geste de Marc, tout en récapitulant mentalement les indices accumulés. Le cahier, les soupçons d'abus, les complicités silencieuses, la peur qui étreint les anciens de la paroisse. Chaque détail prend un sens nouveau, comme si tout convergeait vers cet instant précis. Il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. La tension est à son comble, et il lui faut décider sans tarder s'il doit intervenir tout de suite ou attendre un signe de Julie, tout en sachant que, cette nuit-là, aucune issue ne sera sans conséquence. Dans la voiture garée un peu en retrait, tous feux éteints, Thomas retient son souffle. Ses mains tremblent légèrement sur le volant, tandis que ses yeux scrutent la silhouette de Marc qui, sous la seule lueur blafarde de sa lampe torche, avance vers le bord abrupt du belvédère. Le sac qu'il traîne paraît de plus en plus lourd à chaque pas, et la pelle qu'il serre lui donne une allure encore plus fébrile. L'air est chargé d'une tension presque irrespirable. Thomas sent au plus profond de lui que si rien n'est fait ce soir, des preuves essentielles disparaîtront à jamais. Sans perdre une seconde, il ouvre sa portière le plus discrètement possible et quitte l'habitacle. Il s'engage sur le sentier menant aux plateformes inférieures, prenant garde à ne pas déclencher le moindre craquement de branches sous ses pieds.
Au fur et à mesure de sa descente, il perçoit les gestes précipités de Marc qui s'agite nerveusement près du rebord, jetant des regards paniqués à gauche et à droite. À mesure qu'il s'approche, la peur et la culpabilité se lisent sans filtre sur le visage de Marc. Il tente maladroitement de lancer le sac en contrebas, mais hésite, bloqué par des sanglots silencieux. Les deux hommes se retrouvent face à face, le poids du non-dit pesant plus lourd que jamais. Le silence, tendu et chargé de reproches muets, ne dure que quelques secondes mais semble une éternité. Thomas se résout à parler, posant des questions directes. Qu'essaie-t-il de caché qui l'a poussé jusque-là? Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Les réponses ne viennent pas, mais le regard de Marc se trouble, la honte et la peur prenant le dessus. Leur confrontation se change vite en échange de phrases hachées, de menaces à peine voilées et d'aveux entrecoupés de sanglots. L'atmosphère devient irrespirable. C'est alors que soudain le hurlement des sirènes traverse la nuit. Les gyrophares bleus projettent des ombres mouvantes sur les arbres. Surpris et acculé, Marc lâche l'appel et, dans un geste désespéré, tente de grimper par-dessus la barrière de sécurité pour se jeter dans le vide. Thomas, tétanisé, n'arrive pas à bouger, mais les policiers, arrivés à temps, retiennent Marc in extremis, mettant fin, d'un geste ferme, à ce drame qui couvait depuis trop longtemps. L'émotion qui envahit Thomas oscille entre soulagement, amer et tristesse profonde. Il sait désormais que la vérité aura un prix, mais au moins les masques sont enfin tombés. De retour au commissariat, l'ambiance est lourde de tension et d'attente. Des policiers, blouses blanches et gants aux mains, s'agitent dans la salle d'examen où le sac trouvé au bord du belvédère gît maintenant ouvert sur une grande table métallique. Lentement, un à un, ils en extirpent plusieurs carnets, abîmés par l'humidité et des fragments d'ossements recouverts de terre. L'air est saturé d'un mélange d'angoisse et de soulagement. Enfin, ces objets, longtemps perdus ou cachés, passent du simple statut de souvenirs effrayants à celui de preuves concrètes, maintenant exposées au regard sérieux des enquêteurs. Thomas, assis non loin, observe la scène à travers la vitre sans teint de la salle. Il voit les policiers manipuler les carnets avec précaution, les ouvrir page après page. Les écritures tremblées et les dates anciennes racontent autrement tout ce qu'il soupçonnait déjà. Derrière ces pages se cachent des années de silence, de dénonciations étouffées et de courage perdu dans la routine paroissiale. Au fil des heures, les spécialistes parviennent à relier certains ossements à la disparition inexpliquée qui a tant bouleversé Thomas et brisé sa famille. Les pages des journaux retrouvés contiennent aussi des révélations sur les pratiques douteuses, parfois même de véritables appels à l'aide étouffés par ceux-là même, censés protéger la communauté. Pendant ce temps, Lucien et Marc, menottes aux poignets, sont conduits dans deux petites salles d'interrogatoire séparées. La fatigue et la panique se lisent sur leurs visages. Ils savent qu'ils ne peuvent plus fuir la vérité. Les enquêteurs, posés mais déterminés, confrontent les deux anciens responsables aux objets découverts. Chaque carnet est posé devant eux, chaque ossement rappelant cruellement l'ampleur de ce qui a été caché. S'ensuivent de longues heures de questions, pendant lesquelles Lucien tente de minimiser les faits, tandis que Marc, effondré, laisse couler des larmes silencieuses. Les preuves accumulées n'effacent pas toutes les douleurs, mais elles font la lumière sur une époque où certains, bravant la peur, ont essayé d'alerter, de résister ou de protéger les autres du pire. Les objets rassemblés, tachés par larmes et poussière, témoignent à présent pour tous, ouvrant la voie à une justice enfin possible après tant d'années d'oubli. Thomas, en quittant la vitre, se demande alors si la paix pourra un jour remplacer ce vide, mais il sent surtout qu'un lourd secret vient enfin d'être levé. Dans la salle d'expertise, l'attention se fixe sur l'expert légiste qui tourne, avec soin, les pages humides et déformées par le temps des journaux retrouvés. Devant les enquêteurs et Thomas, il commente les découvertes à voix basse, révélant peu à peu l'ampleur du scandale.
À chaque page, ce sont de nouvelles preuves qui émergent, des listes de dons détournés, des traces d'argent jamais déclarées, de petites annotations explicites où certaines sommes sont effacées puis réécrites discrètement. Tout est consigné, preuve d'un combat mené discrètement mais avec insistance par le père de Thomas au sein de la paroisse de Rambouillet. On retrouve aussi, dans les carnets, la trace de tentatives de dialogue, des réunions signalées comme inutiles, des rendez-vous notés avec espoir puis barrés, la fatigue et l'incompréhension visibles jusque dans la manière dont il noircissait le papier. Les dernières pages du journal arrachent un frisson à Thomas. Ce sont des préparations de sermons rédigés chaque semaine dans lesquels le ton devient de plus en plus grave. Dedans, son père aborde sans détour la question de l'intégrité, de la nécessité d'être juste même dans l'adversité et de l'importance de répondre à la haine par l'amour. Les phrases parlent d'un combat intérieur, d'une peur sourde, mais surtout d'un espoir fou de voir changer les mentalités. Thomas se rend compte que son père, bien qu'isolé dans sa lutte, n'a jamais baissé les bras. Il croyait encore pouvoir renverser la spirale du silence et de la lâcheté. Lorsque vient le tour de Marc d'être interrogé à nouveau, il craque enfin sous le poids de toutes ces preuves et des souvenirs qui l'assaillent. Les mots sortent entre deux sanglots, brisant le silence pesant de la salle. Il avoue que tout a commencé par de l'argent facile, quelques enveloppes disparues, des chèques rapidement encaissés. Mais très vite, le malaise grandit avec la suspicion du curé, puis la colère est montée. Thomas sent un froid quand Marc évoque les tensions raciales qui s'étaient ajoutées au fil des années, rendant l'atmosphère irrespirable. Conflits, menaces, règlements de comptes, un engrenage infernal, jusqu'à la nuit du crime, puis l'enterrement secret au cimetière pour faire taire les soupçons. Dans la salle d'interrogatoire, la vérité retentit comme un coup de tonnerre. Julie, bouleversée, serre la main de Thomas. Pour la première fois depuis des années, la lumière commence enfin à traverser les murs épais du silence. Alors que les policiers finalisent les dossiers d'inculpation pour meurtre, dissimulation de cadavres et corruption, Thomas, assis dans un coin du commissariat, se sent submergé par un mélange étrange d'accomplissement et de lassitude. Son esprit ne cesse de repasser les événements de ces derniers jours, comme s'il cherchait à comprendre comment la vérité a fini par sortir alors qu'elle semblait condamnée à l'oubli. Il perçoit enfin que la mort de son père n'a rien d'une disparition volontaire ni d'un échec, mais qu'il s'agissait là d'un ultime acte d'intégrité, stoppé net par la brutalité de ceux qui n'acceptaient pas d'être exposés. Cette pensée ravive sa tristesse, mais offre aussi un nouvel éclairage sur les choix de son père, sur sa lutte silencieuse, sur tout ce qui s'est transmis malgré la violence et la peur. Exténué, Thomas traverse la ville à pied, le cœur, lourd mais plus droit qu'il ne l'a été depuis longtemps. Il arrive à l'hôpital de Rambouillet en début de soirée, respectant la promesse faite à son petit frère Mathieu. Ce dernier, encore convalescent mais entouré de ses éducateurs et des infirmiers bienveillants, accueille Thomas avec un sourire timide. Dans la salle commune, ils improvisent une sorte de communion, un moment silencieux de pâtisserie partagée et de mots simples échangés autour d'un chocolat chaud. Le geste paraît anodin, mais pour Thomas il prend une importance particulière. En rompant le pain avec Mathieu et ses accompagnateurs, il ressent une chaleur nouvelle, un apaisement délicat, même si la douleur n'a pas disparu. L'absence du père est encore très forte autour de la table. Tous la sentent, mais personne ne cherche à combler ce vide par des faux espoirs. Et la place, un silence respectueux s'installe, empreint de réconfort et de respect pour celui qui a choisi de ne pas se taire. Dans ce moment de douceur, Thomas comprend qu'il est possible de transformer la perte en début de guérison. Les souvenirs douloureux ne seront jamais effacés, mais une sorte de lumière fragile commence enfin à filtrer. Là, entouré par l'amour inattendu de personnes blessées comme lui, il découvre que la justice ne rend pas tout, mais qu'elle autorise parfois un lent retour à la paix, un pas timide vers la reconstruction.
Après la visite à l'hôpital, Thomas marche lentement sous la voûte étoilée, laissant l'air frais de la nuit remplir ses poumons. Il s'arrête un instant sur la place du village, le regard levé vers le ciel immense au-dessus de Rambouillet. Malgré tout ce qui a été abîmé et tout ce qui ne pourra pas être réparé, il ressent au fond de lui une sorte de stabilité nouvelle. La vérité, bien qu'elle ait tout bouleversé, lui a rendu un ancrage. Pour la première fois depuis bien longtemps, il ne fuit plus ses souvenirs. Il réfléchit à la meilleure manière de rendre hommage à son père. L'idée de lui offrir un enterrement digne le hante depuis que la vérité a éclaté. Il comprend que ce geste va bien au-delà d'une simple cérémonie. Il s'agit de rétablir la mémoire de l'homme que la communauté croyait connaître, de réunir tous ceux qui ont été bercés par les sermons et la douceur de son père, et de révéler, publiquement et sans détour, l'histoire complète. Thomas décide qu'il parlera devant l'Église lors de la cérémonie. Il expliquera le courage discret de son père, les combats qu'il a menés dans le secret, et surtout la volonté farouche de ne jamais laisser l'injustice gagner. Porté par cette conviction, Thomas prend contact avec les membres de la paroisse, les voisins, et même ceux qui, naguère, doutaient ou restaient silencieux. Les réponses sont touchantes. Beaucoup avouent qu'ils ignoraient tout des menaces et des pressions. Les anciens de la paroisse proposent spontanément leur aide, certains apportant de vieux souvenirs, d'autres proposant d'organiser la cérémonie. Petit à petit, c'est tout le tissu d'une communauté qui commence à se retisser, non pas sur le mensonge, mais sur une vérité enfin reconnue. La nuit est toujours présente quand Thomas, seul dans son petit appartement, ferme enfin les yeux pour une prière sincère. Il n'y a plus d'amertume ni de regret, seulement une gratitude qui monte doucement, remplaçant l'amertume et la colère par l'espérance. Dans ce silence étoilé, il remercie pour avoir retrouvé la vérité et s'émerveille de sentir revenir cette foi, fragile mais réelle, qu'il pensait perdue. Pour la première fois en 25 ans, Thomas se sent vraiment en paix, prêt à honorer le passé et à accueillir l'avenir.